plaisir de l'avoir une fois de plus. Cédric Lombardo, avec lui, Alix, nous allons parler des points clés qui définissent une ville durable. On parle souvent de ville durable. Ville durable, c'est quoi une ville durable? Exactement, il va nous donner la réponse juste après le jingle. Il n'y a pas de jingle. On y va directement. Oui, c'est un écolo, hein, direct, hein, direct. Ça va, Cédric? Ça va. On va pas utiliser les gants. Un grand plaisir de vous revoir. Bienvenue. Ça a été les vacances? Bah, ça va toujours les vacances. Les vacances écolo? On a le temps de se reposer. Écolo, oui, avec de la montagne, de la mer, plein de bonnes choses. Avec la famille, on fait bisous à maman qui nous regarde. Exactement, merci. Alors, Monsieur Lombardo, tout de suite, qu'est-ce qu'une ville d'abord et qu'est-ce qu'une ville durable ensuite? Alors, qu'est-ce qu'une ville? Une ville, c'est un groupement de populations qui décident de vivre ensemble. Et quand vous avez plein de populations qui décident de vivre ensemble, il y a des fonctions qu'il va falloir assurer. Donc, dans une ville, il nous faut les transports, il nous faut l'accès à l'eau, il nous faut l'accès à l'électricité, etc. Et la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une ville durable? Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'on vient de sortir des élections de nos maires en Côte d'Ivoire et puis des élections des présidents de région. Donc déjà, on va féliciter ceux qui ont été réélus, on va féliciter ceux qui seront nouvellement arrivés et puis on va leur souhaiter un bon travail pour que nos villes deviennent maintenant durables. Et comme vous le savez, en fait, ce qu'on essaie de faire dans cette chronique, c'est en 2015, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés dans les objectifs de développement durable. Et donc, le premier élément vidéo que nous avons proposé pour aujourd'hui, c'est d'expliquer quels sont les objectifs de développement durable qu'il faut que l'on remplisse dans le cadre d'une ville durable. Donc, on peut passer le premier élément vidéo maintenant. On y va. Alors, le premier objectif, c'est l'objectif numéro 11, ville et communauté durable. Deuxième objectif durable, c'est ce qu'on appelle la paix, les justices et les institutions efficaces. Une ville durable, il nous faut une bonne mairie. Pour une ville durable, objectif numéro 3, il nous faut atteindre la bonne santé et le bien-être. Et naturellement, le quatrième objectif, ça sera, comme on l'a dit, d'apporter l'eau propre, mais aussi l'assainissement pour que nos villes soient propres et qu'il y ait une santé à l'intérieur. Le septième objectif de développement durable, ça sera l'énergie propre à coût abordable pour les populations. On a encore du travail à faire de ce côté-là. Naturellement, ne pas oublier qu'il faut lutter contre les changements climatiques et s'y adapter. On verra un peu les conséquences de nos fameux changements climatiques. Et ce sont ces objectifs de développement durable qu'il faut que l'on parvienne à atteindre dans le cadre du développement d'une ville durable. Et pour cela, donc, on va compter sur nos maires. Voilà, ça c'était le premier élément qui est passé. Alors, vous avez abordé donc les questions de santé et de bien-être. Hein. Oui. Chaque année, c'est triste à dire, nous assistons à des pluies, à des inondations en Côte d'Ivoire marquées par des destructions de biens et hélas des pertes en vies humaines. Est-ce qu'il n'est pas temps de parler d'enjeux de sécurité pour nos populations? Si, absolument. Alors malheureusement, avant les vacances, c'était la grande saison des pluies et on s'est rendu compte que à chaque fois et à chaque saison des pluies, on est en train de compter les destructions sur le territoire. On se rend compte que malheureusement, on est en train de perdre de plus en plus de vies humaines. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le changement climatique nous amène à des intensités de plus en plus importantes en termes d'événements climatiques. Et là aussi, on a voulu faire un peu une revue de ce qui s'est passé pendant les vacances, aussi bien dans le monde, mais aussi en Côte d'Ivoire, pour essayer de montrer justement quelles étaient les menaces qui pouvaient peser sur une ville qui n'était pas une ville durable. Donc, ce sera le deuxième élément vidéo qu'on a préparé pour aujourd'hui, qui sont un peu de présenter les enjeux de sécurité, pourquoi il nous faut des villes et des régions durables. Donc, le premier élément vidéo qui va passer vous permettra de voir un petit peu ce qui s'est passé en Californie. Voilà. Là, vous avez un incendie en Californie. Alors, on en parle parce que c'est le plus important des incendies qui ont eu lieu. Changement climatique, réchauffement de la température, les forêts sèchent, et là, automatiquement, il peut y avoir un feu qui se met en place très, très rapidement. Et les dégâts ont été très importants. 117 638 hectares ont été perdus en Californie, c'est-à-dire presque la moitié du district d'Abidjan. Deuxième chose, vous avez vu l'ouragan Michael, puis l'ouragan Florence, qui sont encore abattus sur la Californie. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la sécheresse, c'est la pluie qui vient nous embêter. Et là, vous vous rendez compte qu'on a des dégâts qui sont quasiment gigantesques, puisqu'on se rend compte qu'il y a plus de 30 morts avec l'ouragan Florence et 20 milliards de dégâts. Et ensuite, on a eu 30 morts et 125 milliards de dégâts. Mais ce n'est pas tout. En Europe, ça continue. Cette fois-ci, c'est la canicule qui a frappé un petit peu partout. Alors, vous avez eu en France cet été, je crois, pratiquement près de 1500 décès en plus enregistrés sur la même période. Rappelez-vous, en 2003, la fameuse canicule, c'était gigantesque. Voilà. Le Japon a été frappé. Et nous, en Côte d'Ivoire, voilà ce que l'on voit à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, c'est le Sud Comoé qui subit les inondations. Oui. Là, vous avez un petit village, une petite ville qui est à Yaou, une ville qui est toute neuve. Regardez, les murs sont encore en cours de construction, etc. Oui. Juste après Benoît.
Et on se rend compte que Benoît. la Comoé dépasse, et c'est sorti de son fleuve, même à Grand Bassam, des choses qu'on ne voit que extrêmement rarement, même à Grand Bassam, le quartier France a été inondé. Pourquoi? Parce que l'embouchure du fleuve Comoé n'a toujours pas été réouverte. Donc, lorsque les pluies viennent, les fleuves montent. Et lorsque les villes sont mal construites, automatiquement, il y a des inondations. C'est quelque chose que l'on connaît un petit peu trop en Côte d'Ivoire et c'est quelque chose maintenant sur lequel il faut véritablement lutter. Et pour ça, il nous faut des villes durables. Alors là, vous avez parlé de plusieurs, on va dire, catastrophes naturelles. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux de sécurité pour les populations? Par exemple, vous venez de Grand Bassam, Oui. là. Ne devrait-on pas aussi parler de l'érosion côtière? Il y a Grand Bassam, mais il y a Grand Laou aussi. Oui, oui, absolument. Alors l'érosion côtière, c'est toujours la même question. C'est que ce fichu réchauffement climatique, il augmente la température sur la planète. Et vous savez qu'à l'extrémité de chacun de nos pôles, nous avons énormément de glace. Et lorsque la température monte, la glace fond. N'importe quel amateur de bière vous le dira, entre guillemets. Et le résultat, c'est que lorsque la glace fond, automatiquement, le niveau de l'océan augmente. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a un grand littoral. Donc Grand Bassam, on est habitué à voir justement se faire grignoter un petit peu la mer chaque année. Mais si le niveau de l'océan est en train d'augmenter, automatiquement, il y aura des attaques qui seront de plus en plus importantes. Et comme vous l'avez dit, il faut le faire vérifier ça à Jacquesville, il faut vérifier ça à Grand Laou, on en parlera tout à l'heure. Il faut regarder ça jusqu'à San Pedro. Il faut lutter contre l'érosion côtière. Tabou partout. Partout. Alors, Cédric, est-ce que les lois de Côte d'Ivoire, parce que moi, franchement, il faut m'attarder là-dessus, parce que est-ce que les lois de Côte d'Ivoire ne donnent pas déjà certaines obligations de développement durable aux collectivités territoriales? Ah, mais on l'a toujours dit sur ce plateau. La Côte d'Ivoire, la loi de la Côte d'Ivoire, c'est une œuvre d'art. Maintenant, l'autre question, sur papier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est justement aller la mettre en place. Il faut arriver justement à encourager à la fois nos élus et puis aussi les populations. Il faut que ce soit une œuvre d'art active. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, ce qu'on a essayé de regarder cette fois-ci, c'est on a fait un petit point rapide sur les éléments législatifs que nous avons en Côte d'Ivoire et on a essayé de prendre quelques éléments de loi pour justement dire à nos élus, dans les textes de loi, vous avez quelques droits et surtout quelques obligations à mettre en place. Donc, c'est le troisième élément vidéo qu'on a préparé pour aujourd'hui. Quel est le cadre légal d'action pour nos maires et pour nos présidents de région? Alors bien sûr, la loi suprême en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. Donc celle qui est en place à l'heure actuelle date de 2016. Et rien que le préambule de la Constitution ivoirienne va vous dire la chose suivante. Donc, premièrement, vous avez une obligation, c'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. La bonne gouvernance, c'est le pilier du développement durable. Deuxièmement, vous devez préserver les ressources nationales et vous devez assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous. Et troisièmement, vous devez contribuer à la préservation du climat et nous assurer un environnement sain. C'est la Constitution, la loi suprême qui le dit. Deuxième loi que vous avez qui est applicable en Côte d'Ivoire, c'est la loi de 2003 qui organise le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Alors, il y a 16 compétences qui sont transférées. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre le point sur seulement 6 de ces compétences. D'abord, l'urbanisme. Prenez la route pour aller à Grand Bassam. Avant, c'était des arbres magnifiques. Nous n'avons plus tous ces arbres. Vous voyez que la ville se construit et malheureusement, on les perd. Deuxièmement, un transport durable. On le sait tous, malheureusement, à Abidjan, le transport, c'est la première source de pollution que nous avons. Troisièmement, suivez mon regard. Protéger notre environnement. Quatrièmement, il nous faut de la santé et de la sécurité civile. Toutes ces catastrophes, il faut lutter contre, mais il faut aussi savoir réagir aux problèmes de catastrophes. Il nous faut aussi ce qu'on appelle l'hydraulique humaine, l'accès à l'eau potable, l'assainissement propre. Et enfin, les mairies, les régions ont aussi des compétences en matière d'électrification rurale. Donc ça, c'est la loi qui leur dit, voilà ce sur quoi vous devez travailler. Mais le plus intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez depuis 2014 une loi spécialisée sur le développement durable. Alors, on a regardé un petit peu cette loi, on a regardé quelques décrets d'application mis en œuvre. Malheureusement, on manque toujours de décrets d'application. Et cette loi dit, vous devez, vous, collectivités territoriales, intégrer le développement durable dans votre fonctionnement et dans vos activités. Et pour ça, vous devez faire un diagnostic et avec ce diagnostic, vous allez réaliser un plan de développement durable. Chaque année, vous allez exécuter votre plan et à la fin de chaque année, vous allez présenter un rapport annuel qui montre ce que vous allez faire. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils font? Pour ça, la loi a prévu, vous devez avoir un comité de développement durable. Et de cette magnifique loi 2014, il n'y a qu'un seul décret pour l'instant qui soit rentré en vigueur, c'est le décret numéro 2015-268 qui dit aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux ministères, vous devez avoir un comité de développement durable pour mettre en œuvre cette loi.
Alors là, on parle à l'instant des droits et des obligations des collectivités territoriales. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à impliquer la responsabilité des élus? Ah ben, naturellement, parce que lorsque vous avez des droits, lorsque vous avez des obligations, le revers de la médaille, c'est que vous êtes aussi responsable de vos actes. Donc là aussi, on a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le droit ivoirien. Et malheureusement, notre droit, j'ai envie de dire, est un petit peu timide lorsqu'il s'agit d'appeler à la responsabilité de nos élus, car il faut que nous ayons des élus responsables, il faut qu'on puisse les voter, comme on dit chez nous, mais il faut aussi qu'on ait des résultats devant nous. Et là, vous avez des principes de sanctions administratives et des principes de sanctions judiciaires qui peuvent se mettre en place. Lorsqu'un élu est défaillant, d'abord on met en place une sanction administrative. C'est des choses qu'on a vues un petit peu récemment dans le paysage ivoirien. Mais quelque part, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder, c'est que lorsque vous avez un élu ou une mairie qui est défaillante, vous avez des routes avec des trous, avec des caniveaux à ciel ouvert, les gens peuvent marcher, tomber dedans, se blesser. Au bout d'un moment, même si on arrive dans des situations où on peut avoir des risques de mort d'homme, on a un peu envie de se dire, est-ce que des seules sanctions administratives sont suffisantes? On a presque envie de dire, si on allait toucher un petit peu la responsabilité pénale, alors là je sais que tout le monde me dit c'est une hérésie, mais si on allait toucher un petit peu la responsabilité pénale de nos élus, est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur comportement de leur part? Parce qu'être élu c'est bien, mais de grâce, gouvernez-nous bien. Gouvernez-nous bien, et pour bien gouverner, on le sait, toujours, il y a le nerf je ne dirais pas de la guerre, j'aime pas cette expression, le nerf du développement, c'est l'argent. Alors, une autre question se pose, est-ce que nos collectivités ont les moyens financiers de conduire des actions de développement durable? C'est bien beau de mettre des lois, est-ce que concrètement sur le terrain, il y a les moyens adéquats qui sont arrimés, qui accompagnent toutes ces velléités d'amour du développement durable? Oui, ça c'est le côté pragmatique de Marcelin. Soyons concrets. L'argent est où? Voilà, l'argent est où et comment allons-nous le faire? Alors malheureusement, il faut le dire, lorsque l'État transfère ses compétences vers la collectivité territoriale, parfois, hélas, il ne transfère pas toujours les moyens nécessaires pour que l'élu soit capable de financer ses actions. Et c'est vrai, c'est souvent ce que nos élus vont nous dire. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas que l'argent de l'État. Premièrement, l'argent, ils vont le récupérer en collectant un petit peu ces sous. Mais moi, j'ai envie de me rappeler de quelque chose qu'on avait fait en 2015. On avait eu un magnifique sommet à Yamoussoukro qu'on avait organisé avec la RDCI, avec l'UVIC. On a de beaux sommets, hein. On a de magnifiques sommets. On est très fort dans les sommets. On est très fort, hein. Nous sommes champions du monde des sommets. Mais au niveau des applications... Voilà. Mais là, il y avait quelque chose de bien, c'est qu'on avait fait un petit livre en regardant justement chacune des idées. On avait fait la déclaration de Yamoussoukro et on avait attaqué la question du financement. Et là, les élus avaient dit, mais finalement, nous, on voudrait que 1% simplement du budget qui est alloué aux collectivités territoriales, soit orienté directement sur les thématiques du développement durable. Bon, on l'a écrit. On l'a voté, entre guillemets, on avait plein de pays voisins africains qui étaient venus avec nous, mais malheureusement, ce 1%, il est resté sur papier. Alors, je voulais venir ce matin avec la déclaration, mais en fouillant le bureau, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il y a des solutions financières, qu'on peut aller chercher vers l'État, mais il y a aussi des solutions financières que l'on peut aller chercher vers nos membres, entre guillemets, vers la communauté, et puis aussi avec des partenariats publics-privés que l'on peut mettre en place. Et quand on parle de transparence publique, moi je dis souvent aux maires, mais publiez vos comptes, montrez bien les ressources que vous avez sur Internet, montrez comment vous les affectez, soyez transparent dans la gestion de l'argent que vous manipulez et soyez sûr qu'on vous accompagnera et on vous trouvera des partenaires pour le faire. Alors, tout se passe dans le meilleur des mondes, on a les ressources. Alors, quelles sont donc les actions que les collectivités territoriales peuvent mettre en place pour contribuer au développement durable de leur écoutez, là circonscriptions? je voudrais prendre des exemples qui sont un petit peu des exemples concrets, parce que comme je dis, moi souvent en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas simplement une œuvre d'art dans la loi, on a aussi de très belles choses qui sont faites par des élus qui se battent. Et donc déjà, je voudrais citer, vous voyez tout à l'heure de Grand Laou. Malheureusement, nous avons perdu Jean Djaya, qui était le député maire de Grand Laou. Et je vais vous dire, je n'ai jamais vu un élu en Côte d'Ivoire avec un tel niveau de compréhension, un élu maire et député, avec un tel niveau de compréhension des enjeux de développement durable. C'est quand je lui parlais, je lui disais, mais ça ne sert à rien que je dise, il a déjà tout compris. Et cette personne-là, puisqu'il savait qu'il n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Washington. Il est parti à la Banque mondiale, il a rencontré justement les décideurs de la Banque mondiale et il leur a dit voici quels sont les enjeux que moi j'ai avec la migration de l'embouchure, avec l'érosion côtière sur Grand Laou. Et il a fait tellement bouger ces gens-là qu'avec la Banque mondiale, un programme a été mis en place, le programme WACA. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce programme n'avance pas aussi vite que nous le voudrions, mais lorsque nous avons des maires
qui se bouge, entre guillemets, on est capable de réaliser des miracles. On avait aussi montré sur ce plateau, là on va parler pas d'érosion côtière, mais de l'énergie durable et puis de gestion des déchets. On a vu que la mairie de Bouaké, par exemple, avait inauguré des petites centrales de biogaz, c'est-à-dire qu'ils récupéraient les déchets, ils les faisaient fermenter, entre guillemets, pourrir, on avait montré tout ça à la télévision, dans des petits containers bien fermés, et avec ça, ils arrivaient à transformer les déchets en gaz méthane, et le gaz méthane permettait d'alimenter les brûleurs de quelques cantines de Bouaké. Donc, il n'a pas été financé par l'État pour le faire. Il a été chercher des partenaires, chercher des technologies, chercher des financements. Donc, n'attendons pas seulement que l'on nous donne des sous. Battons-nous pour nos collectivités, battons-nous pour le développement durable de nos villes et de nos régions. Merci beaucoup, c'est toujours un délice de l'avoir sur ce plateau. Et il rempile encore pour une nouvelle saison avec nous. Cédric Lombardo, le thème de ce jour, développement durable, rôle des villes et des régions de Côte d'Ivoire. Alors on rêve, gageons que tout ce qu'on dit là va agir un jour, pour qu'on puisse avoir des villes durables, se promener sans risque de pollution. Et aussi pour la santé, ça va diminuer tout cet taux de maladies dû à la pollution. Et je sais que vous êtes très attaché à tout ce qui est vraiment vert. Il faut que nos élus aient de plus en plus la main verte. Merci d'être avec nous, c'est Matin Moderne. Nous avons la main verte